Bonjour à tous. Donc, il me revient d'ouvrir ce webinaire consacré aux dames avec la solution Nuxeo Plateforme. Mon propos, ça sera simplement de rappeler un certain nombre d'éléments qui sont caractéristiques des contenus dames par rapport à d'autres types de contenus. Mais on va peut-être commencer tout simplement par présenter très rapidement qui nous sommes. Smile, donc on est une ESN, une société de services spécialisée dans l'intégration de solutions de transformation digitale et notamment donc des solutions de jet de dames et des solutions d'archivage. Puis Grégory va peut-être présenter très rapidement Nuxeo. Oui, merci Olivier. Bonjour à tous. Donc Nuxeo, donc on est connu en France, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on est présent dans tout secteur. Donc Nuxeo Plateforme est une plateforme de gestion de contenu pour tout type de contenu, que ce soit dans le cadre d'aujourd'hui, donc tout ce qui est plutôt fichiers multimédia, images, son et vidéos, mais on gère des fichiers de type classique, du fichier Office, du PDF. Et on répond à plusieurs cas d'usage qui sont le DAM d'aujourd'hui, tout ce qui est ECM et gestion de dossier ou case management. Voilà, donc ça fait un peu la transition avec le point suivant. Effectivement, si on parle simplement fichiers, on va dire les assets numériques, c'est des fichiers comme les autres, certes, mais ce sont des fichiers ou des documents surtout qui présentent un ensemble de spécificités et qui justifient d'avoir des applications qui leur sont dédiées, donc les DAM. Qui sont souvent superposées à des plateformes de CM, mais qui doivent avoir un certain nombre de spécificités. Alors, la première chose, c'est que les contenus DAM sont des contenus qui sont muets. Si vous n'avez pas des métadonnées pour les caractériser, alors ça peut paraître paradoxal si on parle de vidéo, mais globalement, c'est des contenus qu'on peut pas indexer. Et donc, on a besoin de métadonnées pour pouvoir les classer correctement et les retrouver correctement. Et puis, la deuxième caractéristique, c'est que pour certains d'entre eux, notamment les vidéos, mais même les images HD, on est souvent sur des contenus qui sont à forte volumétrie. Le second point, c'est que ce sont des contenus qui demandent des renditions en anglais, des players, donc des applications pour pouvoir les jouer, les visualiser, qui leur sont spécifiques. Il faut pouvoir lire les vidéos, il faut pouvoir afficher les images en grand format. Parfois, il faut pouvoir les zoomer, faire des rotations. Dans certains cas, on a besoin aussi de les recadrer, enfin un certain nombre d'opérations sur ces assets qu'on ne va pas retrouver sur d'autres natures de documents. C'est des métadonnées aussi qui répondent à une normalisation qui leur est propre. Donc les normes IPTC, EXIF, il y a des normes aussi spécifiques pour les formats 3D. Donc il faut être capable de supporter ces standards de métadonnées qui sont embarqués aujourd'hui par les appareils photo modernes ou par un certain nombre de supports vidéo modernes. Et puis souvent, dernière caractéristique, c'est que ce sont des contenus qui sont utilisés par d'autres contenus. Alors c'est un petit peu moins vrai pour les vidéos, mais quoique. Mais c'est très vrai évidemment pour les assets vidéo qui en général sont réutilisés soit dans des supports de type print, ou ils sont utilisés sur des sites web, sur des catalogues, ils sont repris par un team. Donc il faut que ces contenus soient aussi en relation, donc associés aux différents cas d'usage dans lesquels ils sont utilisés. Voilà, donc là on voit un exemple très simplement de la média librairie de Nuxeo qui illustre un petit peu ce sujet-là. Et d'ailleurs, même la façon de les rechercher ou même de les consulter à l'écran ne va pas être similaire à simplement ce qu'on peut avoir avec des contenus de type PDF ou bureautique, puisque tout simplement, on a besoin d'avoir une prévisualisation de ces contenus, soit en mode vignette, soit en mode planche contact, pour pouvoir les identifier rapidement au-delà des métadonnées là qu'on retrouve ici, par exemple, sur la fenêtre de gauche, où on retrouve entre autres, par exemple, ici les métadonnées EXIF, donc qui sont spécifiques souvent aux assets numériques, les résolutions, la définition, un certain nombre d'assets techniques. Alors, pourquoi utiliser une solution de DAM et de CM pour gérer ces assets? Il y a pas mal je dirais, par opposition à des solutions qui pourraient être, par exemple, des solutions en SaaS, qui existent aussi dans le monde du DAM. C'est que le fait de reposer sur une plateforme ECM, comme
comme Nuxeo, ça va apporter un certain nombre d'atouts. D'abord, on va se reposer sur un socle technique qui est éprouvé et qui, dans le cas de Nuxeo, en plus, est ouvert puisque c'est de l'open source, et qui a été déjà validé sur des très fortes volumétries pour d'autres types de contenus. Donc, on a la certitude que la plateforme technique qu'on va utiliser, elle est capable de supporter la montée en charge nécessaire pour des assets numériques, puisque par ailleurs, hein, sur de l'ECM, on va stocker des plans, des cartes, des fichiers très volumineux, et que c'est des outils qui sont conçus pour ça. Et par ailleurs, on va pouvoir interagir avec cette plateforme via l'ensemble du moteur d'API qui est ouvert et qui va permettre d'insérer la DAM dans l'ensemble du système d'information. C'est un point sur lequel je reviendrai. L'intérêt du DAM, c'est vraiment d'urbaniser les assets numériques dans une organisation. Et donc, ça doit pouvoir se brancher sur l'ensemble du SI, que ce soit le RP d'un côté ou le PIM de l'autre. C'est vraiment une solution qui doit être centrale, et c'est en général le cas des solutions de CM. Elles sont positionnées comme solution centrale dans le système d'information. Ça permet également, bien sûr, de centraliser ces contenus, qu'ils soient assets numériques ou autres, et de mutualiser les coûts d'exploitation de la plateforme. Ça permet, c'est un point important, de rester maître de ces contenus. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes en SaaS, vous n'êtes pas maître de vos contenus, mais en tout cas là, que vous soyez, si vous êtes en premise ou en PaaS, vous avez là de façon beaucoup plus claire la main sur la totalité de vos contenus. Et enfin, surtout, ça vous permet de faire évoluer la solution et de la paramétrer selon vos besoins. C'est pour ça qu'on a illustré cette slide avec un workflow, puisqu'une des caractéristiques de la solution DAM Nuxeo, c'est d'être complètement conformable. Et donc, on va pouvoir paramétrer à la fois les types d'assets et les métadonnées sur les assets, mais également, par exemple, tous les circuits d'approbation, de validation, de relecture dont on aura besoin sur nos assets numériques. Et ça, c'est pas toujours possible sur des solutions pure SaaS, où vous prenez la solution telle qu'elle est, mais vous avez peu de latitude pour la faire évoluer. Voilà, alors quelques sujets qu'on va pas débattre aujourd'hui, mais sur lesquels on reviendra peut-être dans le cadre des questions, parce que c'est des sujets qui sont un peu au cœur des intégrations DAM. Alors, il y a l'intégration PIM-DAM. Donc, vous savez, le PIM, c'est ce qui va servir à distribuer les assets sur l'ensemble des plateformes ou des marketplaces e-commerce. Et souvent, on a une intégration de ces deux outils. Alors, pourquoi? Parce que, vous allez me dire, on pourrait stocker directement les assets dans le PIM et ça suffirait pour alimenter les différents canaux, les différents channels e-commerce. Oui et non, puisqu'en réalité, vos assets, ils vont avoir une vie qui est bien antérieure à leur vie dans le PIM. Donc, en fait, l'intérêt d'avoir un DAM, c'est que vous allez suivre vos assets pendant la totalité de leur cycle de vie, quand ils vont commencer à être créés, quand le produit va être commercialisé, à ce moment-là, on aura une passerelle avec le PIM. Et puis, quand bien même le produit ne serait plus commercialisé, vous devez bien sûr conserver tous les assets qui étaient relatifs à ce produit que vous allez conserver dans votre DAM. Donc, en fait, la vocation de la DAM, elle est bien plus large que celle du PIM. À un moment donné, on aura une interface entre la DAM et le PIM pour pouvoir, depuis le DAM, pousser des assets dans le PIM ou pouvoir, dans le DAM, récupérer des informations de produits qui viennent du PIM. Mais l'intérêt d'un DAM, c'est vraiment d'assurer le cycle complet de vie des assets de façon indépendante du PIM. Et en général, d'ailleurs, les accès se font par des équipes différentes. Il y a des équipes qui accèdent aux assets via les interfaces du PIM, qui sont chargées d'alimenter les canaux e-commerce. Et puis, il y a des équipes qui sont chargées de faire vivre les assets dans le DAM, qui sont plutôt les équipes marketing, communication, les agences, et qui, eux, accèdent sur les assets, mais du côté DAM. Voilà, donc c'est un sujet en soi, je l'évoquais rapidement. Second sujet, c'est l'IA. Alors, on va le voir en action, là, donc ce sera encore plus parlant que ce que je pourrais dire. L'IA, ça fait souvent peur parce que on a des craintes, bien sûr, sur la confidentialité, des choses comme ça. On verra que Nuxeo a des méthodes qui sont exclusives, qui permettent de pallier en partie à ces inconvénients. Mais l'IA, c'est un apport important sur le DAM. Ça permet d'effectuer un enrichissement automatique des assets. Vous savez qu'enrichir les assets en métadonnées, c'est quelque chose qui peut être fastidieux. Et l'IA va permettre d'apporter un enrichissement assez rapide et assez efficient pour qualifier davantage vos images ou vos vidéos et leur donner donc davantage de richesse au sein du DAM et permettre qu'elles soient mieux recherchées et mieux trouvées. Ça peut aider également sur la gestion du multilinguisme et il existe aussi des méthodes d'anonymisation qui permettent d'éviter
qu'un certain nombre de données sensibles soient transmises aux automates d'IA. Donc, on va le voir en action dans le cadre de la démo, et je pense que c'est quelque chose dont il ne faut pas se priver, il faut prendre les précautions nécessaires, mais c'est un apport important aujourd'hui sur la mise en œuvre des solutions DAM. La composition automatique de documents, alors vous allez me dire, un DAM, c'est pas un outil d'editing, c'est pas l'objet, mais on sait aujourd'hui, avec une plateforme comme Nuxeo, composer des fiches références, des fiches produits, et les mettre à jour automatiquement quand vous avez updaté une image ou une vidéo, faire que ce soit réintégré automatiquement dans un certain nombre de produits qui sont produits et stockés directement par le DAM avant d'être mis à disposition des équipes marketing, par exemple. Enfin, le sujet de la gestion des doublons, alors qui est un sujet qui existe dans l'ECM en général, mais qui est plus prégnant sur les problématiques de DAM, puisque ce qui arrive assez fréquemment, c'est qu'un même asset soit stocké par des personnes différentes ou soit dupliqué dans le DAM de façon malencontreuse, et du coup on se retrouve avec des doublons. Et il faut pouvoir gérer ces doublons. Alors, il n'y a pas d'approche miraculeuse sur la gestion des doublons. On peut bien sûr s'appuyer sur les métadonnées. On peut aussi s'appuyer sur des méthodes statistiques pour essayer d'identifier que deux assets sont identiques parce qu'ils pèsent le même poids, parce qu'ils font la même taille. On peut éventuellement aussi recourir à l'IA, qui va pouvoir nous dire, finalement, ces deux images, elles se ressemblent fortement. Est-ce que ce ne serait pas des doublons? Voilà, mais ça, c'est effectivement un vrai sujet, sachant que le but du DAM, c'est ça, c'est d'éviter que vous ayez des assets parasites, et c'est d'éviter le doublement des assets, sachant que, par exemple, le DAM va être capable, à partir d'un asset master, d'un asset pair, par exemple en haute définition, de calculer l'ensemble des définitions intermédiaires ou basse def qui seront nécessaires pour les différents canaux, sans que vous ayez à dupliquer votre asset de façon à pas polluer votre DAM. Voilà, un zoom très rapide sur un certain nombre de sujets qui sont un peu au cœur du DAM et qu'on va retrouver dans cette démonstration. Voilà, deux exemples de mise en œuvre de Nuxeo par Smile pour deux cas clients qui sont assez différents. Le cas Orange DAM, donc qui est en fait la gestion de l'ensemble du DAM Orange France pour mettre à disposition de l'ensemble des ressources commerciales et marketing du groupe. Donc là, le choix qui a été fait, c'est de créer des interfaces spécifiques ils ont créé un véritable portail DAM à l'intérieur du groupe en intranet qui permet à l'ensemble des collaborateurs du groupe d'aller chercher les assets, bien sûr en suivant des règles précises de droit d'accès, de droit d'auteur, sur les assets qui sont gérés. Et donc, eux, ils ont fait le choix, et Nuxeo Platform le fait parfaitement, de développer un vrai portail web dédié à leur DAM. Et puis, un deuxième exemple, le ministère de la Culture, où là, on est sur une DAM beaucoup plus, j'allais dire, technique, mais qui est néanmoins très puissante. Donc là, on s'appuie sur les interfaces natives de Nuxeo UI avec un petit peu de custom, mais assez peu. Et par contre, on a des fonctionnalités qui sont assez puissantes puisque c'est une DAM qui d'abord rassemble une très forte volumétrie d'assets et puis qui est reliée à un ensemble de thésaurus au sein du ministère de la Culture. Et donc, on a dû faire tout un travail de gestion pour pouvoir s'intégrer avec ces différents référentiels, qu'il s'agisse de référentiels lycée ou de référentiels proprement documentaires comme Jinko. Voilà, pour deux cas de figure très rapides pour illustrer deux mises en œuvre de Nuxeo Platform. Et donc, je passe la parole à Grégory pour cette démonstration et on se retrouve pour les questions. Merci beaucoup Olivier pour cette introduction, c'était très très exhaustif et très intéressant. Je pense qu'on pose très bien le cadre du débat. Donc, pour ma partie, je vais repréciser certains points par rapport à tout ce qui est le marché d'âme actuellement. Et après, je vous montrerai 4 démos différentes de comment est-ce qu'on peut utiliser la gestion des contenus multimédia avec Nuxeo. Tout d'abord, revenir un petit peu sur un constat que l'on fait, nous, de notre côté.
Et ce que nous disent nos clients et nos prospects, c'est que les applications DAM classiques, qui sont des solutions qu'on appelle plutôt taille unique, ne fonctionnent plus. Elles fonctionnent plus pour plusieurs raisons. C'est parce qu'en général, c'est une base unique. Donc, on est en train de développer une logique de silo. Je suis responsable de la production photo. Je gère toutes mes photos dans un référentiel photo et après, quand je dois le passer dans le PIM, c'est encore un autre référentiel. Ça se connecte pas super bien. C'est pour ça nous, on se positionne sur du DAM d'entreprise. Donc, on propose, nous, une version connectée, une vision centralisée de l'information. Ce qui est important, c'est j'accède sur mon média et j'ai l'ensemble, en fait, du contexte. Je suis capable d'aller sur une photo d'un produit, de voir les produits qui y sont liés, voir la campagne marketing qui est associée, etc. Ces solutions de type packagé, en fait, elles proposent une suite logicielle et chaque besoin est une nouvelle application. C'est en opposition à ce que Nuxeo propose. Donc, on propose une plateforme. Le mot est assez important. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de nouveaux besoins qui vont émerger et on va toujours garder cette même plateforme. Typiquement, des clients Nuxeo qui ont commencé sur de la partie plutôt ECM standard, sur, je sais pas, de la gestion de factures, gestion de documentation technique ou qualité, ont un besoin d'âme à un moment donné et ils n'ont pas besoin de racheter une plateforme. C'est déjà couvert par la plateforme Nuxeo et on peut répondre à ce besoin de manière très souple et simple. Les solutions packagées, en général, sont une architecture unique, simple et limitée. Donc, soit des fois, c'est du SaaS, où il n'y a pas de on-premise, c'est-à-dire des installations sur serveur, où on peut pas aller sur des volumétries qui sont importantes. Ça, c'est une chose que Nuxeo peut répondre avec l'architecture, qui peut être multiple. On peut être sur du cloud, donc avec Nuxeo Cloud, on peut se déployer sur vos serveurs, on peut avoir des architectures dites hybrides. L'exemple, je dépose mes vidéos et mes vidéos sont stockées sur Amazon S3, par exemple. Donc, mon serveur est bien chez moi dans mon système d'information, mais je déporte le stockage des fichiers pour que ça soit plus simple et que ça réponde mieux à des logiques de volumétrie. Travailler avec des solutions packagées, en général, c'est complexe à étendre et à s'adapter. Ça fonctionne très bien quand on reste dans le cadre de l'application, mais dès qu'on veut un peu sortir de ce cadre-là, on est très vite limité. Ça, c'est la réponse que l'on apporte de notre côté, c'est de proposer une plateforme de configuration qu'on appelle low-code, c'est-à-dire simplement via de la configuration, on est capable de pouvoir répondre à un nouveau besoin. Pas besoin de repasser par des étapes de développement qui peuvent être laborieuses, où on dénature le produit d'origine. C'est quelque chose, en fait, qui est directement dans le cœur de Nuxeo. On peut le modeler suivant notre besoin. Ces solutions packagées, enfin, elles sont en général coûteuses en déploiement et surtout en maintenance, ce qui est à l'opposé, encore une fois, de ce que propose Nuxeo, avec un ROI qui est rapide, avec des cycles de développement très rapides, et notamment, encore une fois, grâce à Nuxeo Studio. Ici, on voulait vous présenter les différents types de solutions et comment est-ce que nos clients travaillent avec. Donc, sur la première partie, on travaille sur des solutions de team packagées, ce que je viens de présenter. Et le champ des possibles, ça reste de la configuration. Faire du développement spécifique, ça reste laborieux. À l'heure actuelle, donc on a des nouvelles solutions d'âme qui apparaissent sur le marché qui sont spécifiques sur un secteur particulier, pour faire de la gestion de marque, de la gestion de production vidéo. Donc ces solutions-là, en fait, elles sont plus ou moins configurables suivant leurs besoins. Mais après, on reste sur très très peu de développement. On peut pas aller très très loin et le champ de possibles reste limité. Si maintenant on essaye de sortir un peu de ces solutions qui sont très spécialisées DAM et qui essayent plutôt se passer sur du DAM d'entreprise tel que Nuxeo, les anciennes architectures en fait peuvent répondre à ces problématiques-là. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'on a un petit peu de configuration et énormément de développement. Donc évidemment, en termes de déploiement, de go-to-market, de maintenance des applications, c'est très compliqué. Et ça se différencie de l'architecture Nuxeo, où on peut avoir au moins 80% de notre projet qui est développé via de la configuration. Donc ça, c'est des ratios que l'on constate chez nos clients. Et après, faire le développement uniquement quand on en a besoin, uniquement quand on doit interroger un référentiel externe, par exemple. Alors, pourquoi est-ce que Nuxeo Platform est différent, au-delà de tout ce que j'ai déjà mentionné? Je vais prendre 4 aspects. Le premier, c'est pouvoir gérer vos types de contenu de manière très flexible. On peut créer des types de documents de toute nature, créer un ensemble de propriétés qui sont illimitées.
pour pouvoir caractériser vos contenus. Ça, c'est quelque chose de spécifique à Nuxeo. On fait donc du low-code avec Nuxeo Studio, donc de la configuration pour répondre à votre besoin, mais pas ce qu'on appelle de no-code, parce qu'on sait très bien que dans la vie réelle, c'est très rare de faire que de la configuration. Il y a forcément un moment donné, on va devoir proposer des développements spécifiques qui s'intègrent de manière simple à une solution existante. Nos performances sont maximales. Donc là, on fait des benchmarks à 10 milliards de documents. Avec une seule instance, on a réussi à monter à 4 milliards. Donc c'est pour vous montrer que côté Nuxeo, on a vraiment tout ce qu'il faut pour aller sur des volumétries qui sont très, très importantes. Et le dernier point qu'avait mentionné Olivier, c'est la partie d'intelligence artificielle. Donc vous avez des systèmes d'intelligence artificielle qu'on va appeler génériques, donc qui vont quand vous allez déposer une photo, simplement vous dire la photo a été prise à Paris avec un coucher de soleil et il y a une voiture. Nous, c'est différent. On va vraiment en fait proposer des enrichissements de vos différents médias avec des informations contextualisées. Donc là, si par exemple je me place dans la gestion de produits, on va pouvoir, par exemple, si je dépose cette image que j'appartiens au secteur du retail, je dépose cette image. Automatiquement, je vais pouvoir récupérer des informations dites techniques. Donc, c'est ce qu'a évoqué Olivier avec les extractions de propriétés normalisées qui s'appellent EXIF, IPTC et autres. Donc, on va déjà savoir, par exemple, quel appareil photo a été utilisé, quelle est l'exposition, quelles sont les dimensions de la photo. On va pouvoir mettre des tags qui ont été identifiés par le système d'intelligence. Donc, on peut identifier que c'est un modèle qui a du maquillage, mais par contre, ici, on repère bien qu'on travaille avec un mannequin qui s'appelle Mélissa. Ça, c'est très important. C'est pas intéressant de savoir que c'est une fille qui est sur la photo. C'est important de savoir que c'est Mélissa. Et c'est aussi important de bien identifier tous les produits qui sont sur cette photo. Donc, c'est ce que vous voyez sur les différentes sections bleues. Et on va pouvoir récupérer des informations issues du PIM, issues des campagnes marketing. Et ça, c'est très intéressant parce que j'arrive sur cette photo, à les contextualiser avec, par exemple, ma gestion de droit. Je sais que j'ai un droit à l'image autorisée et que le contrat est signé. Je sais quels sont les différents produits qui sont dessus. Donc, si je cherche avec une référence du PIM, je retrouve mon média, etc., etc. Donc, en fait, on a vraiment enrichi ce média. Donc plutôt que des slides, je trouve que c'est très intéressant de vous montrer concrètement qu'est-ce que c'est le DAM au travers de 4 cas pratiques. Donc vous allez voir, je vais circuler sur 4 types de démonstrations différentes. Comme peut-être tout le monde n'est pas familier avec ce que c'est le DAM et ce que ça représente, je voulais vraiment représenter ce que c'est le DAM chez Nuxeo de manière vraiment standard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon arborescence et je vais créer un type de contenu. Je vais déjà vous montrer ce qui se passe si jamais vous n'avez pas de DAM et vous déposez une image. Donc, quand vous déposez une image, ce qui va se passer, donc j'en prends une au hasard, donc je vais juste la déposer. Donc ici, on voit bien que j'ai un JPEG, je vais la créer. Donc ici, j'ai créé dans Nuxeo un fichier donc de type générique et comme tout fichier, on peut y mettre des pièces jointes. Donc déjà, même sans avoir la partie DAM, je suis capable de pouvoir identifier que je peux faire une prévisualisation. Donc, je peux prévisualiser des fichiers images sans le DAM. Donc déjà, c'est ce que propose Nuxeo. Mais il manque en fait beaucoup d'informations. C'est traité comme un fichier générique. Maintenant, je vais refaire exactement la même chose, mais cette fois-ci, sans spécifier qu'il s'agit d'un fichier. Donc là, il va automatiquement identifier que j'ai des images. Donc, je rafraîchis. Dans le premier cas, j'ai forcé le fait que ça soit un fichier. Et maintenant, je vais laisser le traitement natif de la plateforme, identifier que cette fois-ci, j'ai une image. Donc, on le voit en fait par type de fichier. Vous le voyez dans la petite bulle. Donc là, c'est un fichier type standard. Et là, il a bien identifié que c'est une image. Donc, du coup, comme il a identifié que c'est une image, il a effectué plein de traitements particuliers. Donc, déjà, j'ai toujours ma preview. Elle ne change pas. Par contre, sur la partie basse, vous voyez que vous avez plein de propriétés qui sont apparues. Je suis capable de récupérer les dimensions de la photo, son profil, son poids. Je suis capable aussi de générer des conversions automatiques et de pouvoir faire des extractions EXIF IPTC. Sur ces images, il n'y en a pas, on verra plus tard. Sur d'autres médias, je peux récupérer ces valeurs-là. Donc tout ça, ça a été fait de manière automatique. Et dernière petite chose, on peut faire de l'enrichissement par des tags.
Donc, par exemple, ici, c'était de l'enrichissement donc en anglais. Je vois que j'ai une mer, que j'ai de l'eau. Donc, si je vais dans mon moteur de recherche et que je recherche tout ce qu'il y a de la mer, je retrouverai cette image. Et aussi, quand on installe le module Nuxeodam, on se retrouve avec une recherche par défaut qui est spécifique, qui est celle qui a été présentée dans la capture d'écran que vous a montré Olivier, où là, je vais pouvoir en fait interroger l'ensemble des propriétés qui caractérisent mon média. Donc, ici, dans cet exemple, c'est le module standard, donc on va rechercher les propriétés standards, mais bien évidemment, avec Nuxeo Studio, on va rajouter ces propriétés qui sont propres. Donc, derrière, ça utilise un moteur de recherche qui est très puissant, qui permet de faire de la recherche à la volée, un peu comme quand vous êtes sur un site e-commerce, que vous recherchez une chaise, vous pouvez dire je cherche une chaise qui est en dessous de 100 € et qui est blanche. Et ben, on fonctionne sur ce même module avec des cases qui s'actualisent automatiquement. Comme je travaille avec du DAM et comme je travaille avec des images, ici, je vais afficher justement une prévisualisation de mes résultats qui est pertinente dans mon cas. J'ai pas envie d'avoir un listing comme ça où c'est compliqué de voir mes différents médias. Je vais directement proposer cette vision-là. Donc voilà ce qu'on peut avoir dès qu'on installe en fait Nuxeo, le petit add-on Nuxeo DAM sur la plateforme. Maintenant, je vais vous montrer 3 cas d'usage différents de comment est-ce qu'on peut utiliser cette fonctionnalité DAM. Donc, le premier, c'est déjà vous montrer ce qu'on est capable de faire quand on enrichit en fait cette partie DAM avec des modules tout préparés pour pouvoir un peu plus travailler ce média. Concrètement, en général, les personnes qui travaillent sur des médias ont besoin d'un logiciel propriétaire, un propriétaire de type Adobe Photoshop, Illustrator ou ce genre de choses. Donc ça, on peut le faire. On a une intégration native avec ces applications-là. Mais on peut directement dans l'interface proposer des choses qui sont intéressantes. Par exemple, si je veux faire du cropping, c'est-à-dire renier mon image, voilà. Donc ici, je peux le faire manuellement. Mais par contre, si je veux avoir un cropping automatique en 16/9, l'IA va directement me définir pour moi la partie qui me paraît la plus intéressante. Et vous avez un aperçu ici. Et suite à ça, vous pouvez définir que ce nouveau rendu peut être un nouveau document, peut remplacer le document actuel. Tout ça, ça reste de la configuration. C'est votre configuration, votre cas métier. On peut automatiser l'application de filigrane ou de watermark. Donc ici, j'appuie sur le bouton et vous voyez qu'il s'est téléchargé. Donc un cas très simple où je mets la date du jour et je mets un préfixe. Et comme ça, par exemple, quand je veux partager mon asset, je sais que je m'assure que j'ai le texte qui m'assure des droits. Je pourrais y apposer le logo de ma société sans aucune limitation. Quand je travaille sur un média, en général, j'ai pas besoin je suis dans un processus de revue. Je veux pouvoir dire, je voudrais plus de luminosité, effacer ce plan de détail de l'image. Donc pour ça, on a un module d'annotation qui permet justement de pouvoir faire des commentaires et des annotations sur des zones spécifiques de l'écran. Donc là, vous avez un mécanisme où j'arrive, je dis, par exemple, cette partie-là, je veux retirer la branche qui est ici, je la surligne, je mets un commentaire. Et là, c'est automatiquement sauvegardé et je peux retourner dans mon document et pouvoir rechercher en fait tous les médias qui ont un commentaire où je dis il a retiré la branche, par exemple. Donc ça, c'est très intéressant dans les mécanismes de revue. On peut pouvoir poser des annotations et pouvoir avoir un système de réponse pour pouvoir collaborer ensemble sur le même contenu sans avoir à l'éditer foncièrement. Si je retourne sur mon image et que je scrolle un petit peu vers le bas, donc on voit ici qu'on a un affichage un petit peu plus intéressant. Donc ça reste du studio. Donc par exemple, j'ai récupéré automatiquement les 2 millions de couleurs. J'ai récupéré encore une fois mes tags, j'ai calculé mes conversions. Ici, vous voyez que vu que ce média avait des propriétés EXIF, j'ai pu en récupérer. Donc, je sais que l'appareil photo est un Nikon D3100. Quel est l'ISO? Donc, tout ce qu'on récupère ici est recherchable. Donc, vous pouvez rechercher par l'ensemble de ces propriétés. Vous pouvez rajouter de l'IA et vous pouvez aussi récupérer des documents qui sont similaires. Donc avec
donc avec les dérivatifs, c'est-à-dire par exemple, j'ai généré une nouvelle version de ce document et vous avez le more like this, donc les images qui sont ressemblantes, donc peut-être parce qu'il y a une femme sur l'image, parce qu'il y a de la neige, et tout ça, ça se configure. Donc ici, derrière, c'est même pas de l'intelligence artificielle qui travaille. C'est vraiment le moteur d'indexation qui analyse le contenu et qui se configure même dans Nuxeo Studio de manière très très simple. Donc vous voyez qu'on a différentes possibilités pour travailler sur la gestion de doublons ou des gestions de similarités. Et un dernier point qui avait été mentionné par Olivier, c'est la capacité des outils DAM à gérer des contenus qui peuvent être complexes. Donc, par exemple, dans les types complexes, on peut avoir des images qui sont de type 3D. Donc, nous, on peut gérer des fichiers de type 3D, ça peut être intéressant pour les mettre en relation les uns par rapport aux autres. Donc, ici, c'est un fichier de type 3D. Je peux directement dans Nuxeo pouvoir le voir de dessus de côté. Et vous voyez que sur la droite, voilà, on génère des vues particulières et qu'on peut du coup exporter par la suite sur différents supports. Donc ça, c'était un premier cas. Je veux travailler sur Mesdames, je travaille dans des circuits de collaboration. Et ben, j'utilise toutes ces fonctionnalités. Autre cas d'usage, je travaille dans l'événementiel. Et en fait, l'événementiel, ben, il travaille avec énormément de types de supports visuels. Donc, ça peut être de l'image, ça peut être de la photo, ça peut être de la vidéo, ça peut être du fichier PDF. Et donc, pour ça, on peut adapter Nuxeo pour répondre à la gestion de fiches références et d'événements. Donc là, ce que vous voyez, c'est je crée une fiche de référence pour un événement particulier. Donc, j'ai adapté mon interface complètement pour que ça réponde à mon besoin. Donc là, j'ai mis le visuel principal, des données intéressantes pour pouvoir faire des recherches dessus. J'ai différents médias que je peux filtrer, suivant que ce soit de la photo, de la vidéo ou du fichier. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que si tous les éléments que je vais déposer dedans, j'ai pas besoin de repréciser qu'ils appartiennent à cet événement particulier, ils sont hérités. Donc, pas besoin de leur préciser, c'est automatique, ce qui fait que si je recherche tout ce qui est lié à l'événement montagne évasion, je vais autant retrouver la référence de l'événement ainsi que toutes les images qui le comportent. Encore une fois, je fais des systèmes de tagging, je récupère l'ensemble des propriétés. Et dernier petit point qui peut être très intéressant sur cette partie, c'est générer en fait des supports à partir des différents médias que j'ai. Je veux avoir la brochure marketing pour cet événement. J'ai déjà tous les éléments qui sont à disposition. J'ai pas envie d'avoir un fichier Word ou autre en local pour me générer automatiquement le résumé de mon événement. Ce qu'on a directement par défaut dans la plateforme, c'est de la génération de rendu. Donc ici, par exemple, pour cette fiche référence, je peux choisir d'avoir une version finale, donc ça serait une version PDF avec l'ensemble des informations, ou une version modifiable. Donc si je prends une version modifiable, par exemple, donc là, il va me prendre les propriétés, il va me prendre les médias qui composent cet événement particulier. Et là, on voit bien que j'ai un fichier docx, donc éditable. Et là, il m'a directement incorporé dans la plateforme l'image principale, les événements d'une manière intéressante. Et après, si je veux pouvoir mettre à jour pour ajuster la mise en page, je suis capable de le faire et de générer un PDF. Et on aurait pu très bien générer un PDF de manière automatique. Donc là, vous voyez comment est-ce qu'on peut faire de la composition de documents, comment est-ce qu'on fait de l'héritage automatique. Dernière petite démonstration sur cette partie DAM. Donc, on a parlé d'intégration avec le PIM. Donc, PIM, c'est un référentiel produit. Donc, comme l'a évoqué Olivier, on a PIM et DAM. Est-ce qu'on prend l'un, est-ce qu'on prend l'autre, est-ce qu'on prend les deux? Donc, comme l'a très bien expliqué Olivier, il y a une vie en fait sur les médias qu'on dépose et il est intéressant de savoir comment ils ont vécu de leur création jusqu'à leur publication sur le site internet où on vend notre produit. Parce que les plateformes DAM, au-delà de pouvoir répondre à toutes les problématiques de gestion des contenus, de leur volumétrie et de générer des conversions et de faire des recherches, ça donne vraiment une vue centrée média, contrairement au PIM qui a une vue centrée produit. Donc c'est un peu différent, mais on est capable de marier ces deux mondes directement dans Nuxeo. Donc si je prends par exemple ici, on a importé des produits, on a une intégration directe avec
un outil de type PIM. Donc, j'ai déposé cette image. Donc, je suis dans le retail, je vends des chaises, des habits. Donc, ici, mon média est caractérisé par plusieurs propriétés. Donc, ça, ce sont des choses qui ont été extraites directement du PIM sans que j'ai rien eu à faire. Donc, vous voyez qu'on récupère énormément d'informations. Je vois la marque, le type de produit, la description du produit. Et ça encore, j'ai pas besoin de le réécrire. Je m'assure que bien que le master, donc celui qui est responsable de la donnée, ça reste le PIM dans mon cas. Moi, ce que je fais, c'est simplement récupérer ces informations pour que l'utilisateur ne voit pas simplement une image. Il voit l'image contextualisée par rapport à les informations qui sont dans le SI et pour pouvoir derrière faire de la recherche. Du coup, dans le DAM, je suis capable d'interroger des informations stockées dans mon PIM, c'est assez intéressant. Je récupère des catégories. Vous voyez ici, en fait, il y a des espèces de petites bulles. Ça veut dire que derrière, on a ce qu'on appelle des listes de valeurs ou des vocabulaires dans Nuxeo. C'est intéressant parce que derrière, on peut faire des traductions. Donc là, je suis sur un produit particulier. Donc ici, c'est la référence de mon produit. Donc on a une vue produit, mais c'était intéressant de proposer à nos utilisateurs en fait les différentes déclinaisons qui sont disponibles. Donc ça, typiquement, c'est ce que vous verrez sur le site internet. C'est l'image principale de mon produit. Par contre, vous avez des déclinaisons qui sont par couleur. Donc ici, vous voyez, j'ai différentes couleurs, bleu horizon. Donc si vous avez aussi le bleu céladon, vous avez différents types de bleu. Donc ça, encore une fois, ce sont des couleurs qui sont pas des couleurs génériques, ce sont des couleurs qui sont spécifiques à cette société. On dit pas un bleu tout court, c'est un bleu spécifique. Là, je récupère aussi la ligne de produit. Et si je clique sur un média particulier, donc là, je suis sur une image. De la même manière, je fais de l'héritage, sauf que ce qui va différencier, c'est que je vais appliquer des droits particuliers sur mes images. Je peux avoir différentes images. Par exemple, je peux peut-être avoir différents médias et différents droits qui s'appliquent sur mes images. Donc ici, on peut gérer une gestion des droits à la propriété. Je vous montrerai derrière un cas d'usage. Donc, on peut dire quel est le type de public, est-ce qu'il est, cette image est accessible en téléchargement, est-ce que c'est du partage interne, externe, est-ce que je peux accéder aux propriétés, quel est le périmètre, donc on peut faire du print. Là, j'ai de l'image, donc je fais les conversions, je refais de l'extraction, et là, vous voyez aussi que Nuxeo, au-delà de s'intégrer avec, par exemple, des outils de type PIM, en fait, on s'intègre avec tout ce qui gère du contenu. Donc là, avec Dropbox, on pourrait très bien récupérer dans Nuxeo des contenus stockés sur Dropbox. Ce qui est intéressant pour, par exemple, des shootings photos. En général, ceux qui prennent des photos travaillent sur Dropbox. Donc, ces différents médias pourraient directement être visualisables dans Nuxeo. Donc, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est l'aspect multilingue. Donc ici, vous voyez que tout est en anglais au niveau des libellés et du texte. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et je vais me connecter cette fois-ci avec un utilisateur qui est français, donc qui s'appelle Marcel. Donc comme ça, c'est un prénom bien français. Et donc cette fois-ci, quand j'arrive sur mes différents médias, donc je vais en prendre un au hasard, par exemple celui-là. Donc je vois ici qu'au niveau de ma description du produit, j'ai une description qui est en français. Donc ce qui est hyper intéressant pour moi. Comme ça, quand je fais des recherches, je recherche autant sur le texte en français que le texte en anglais. Ce qu'on va pouvoir faire également, donc, c'est des recherches qui sont particulières. Donc ici, j'ai réutilisé l'ensemble des propriétés qui sont affichées ici. Donc je vais pouvoir faire des recherches par couleur, par catégorie. Et vous voyez que en fait, ce système de checkbox est quand même très très intéressant. C'est assez intuitif et très intéressant pour les utilisateurs. Donc on peut faire des recherches un peu dynamiques. Je recherche tout ce qui est plutôt rose, avec des femmes et avec un polo en photo. Et là, je vois que j'ai une liste qui est affichée. Donc, vous voyez que la recherche se fait assez rapidement. Ici, on a quand même beaucoup de médias qui sont dans cette arborescence. Autre partie intéressante, ça va être l'import. Donc, montrer comment est-ce qu'on peut collaborer dans Nuxeo. On sait très bien que, comme l'a évoqué aussi Olivier, on peut avoir beaucoup de propriétés. C'est très embêtant pour quelqu'un de devoir renseigner tous ces propriétés de manière manuelle. Donc, on va faciliter
la vue d'utilisateur et pouvoir renseigner ses propriétés et même le classer automatiquement. Donc, je vais vous mettre une illustration. Donc ici, par exemple, on se place dans le scénario que j'ai un photoshoot, je prends des photos de ce nouveau produit. Donc voilà, c'est un nouveau canapé avec de nouvelles couvertures. Donc en général, ceux qui travaillent avec les séances de photoshoot, ils travaillent avec des fichiers qui sont normés d'une manière particulière. Donc ça, c'est des contextes que l'on a vus habituellement. Donc, je vais déjà essayer de regarder ce que j'ai au niveau de ce produit pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, je vais pouvoir faire ma recherche. Donc, j'ai une recherche globale. Et ici, vous voyez qu'on recherche uniquement sur la référence produit. On peut customiser la recherche par défaut sur une propriété particulière. Et en général, il y a des gens, ils connaissent pas les descriptifs, mais ils connaissent par cœur les numéros de produits. Donc, on a adapté ce cas d'usage. Vous voyez qu'ici, j'ai aucun média qui est associé, j'ai juste le produit. Donc, ce qu'on va faire, c'est automatiquement classer certains médias. Donc là, je vais aller dans un répertoire de dépôt qui est standard. Donc, ce qui l'intéresse, le photographe, c'est déposer ses photos et il s'en fiche de connaître notre arborescence et de connaître les propriétés. C'est pas son travail. Je vais prendre juste ces deux-là pour commencer. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, j'en ai déposé que 2. Il n'y a rien qui est apparu. Par contre, si je reviens sur mon support, mon produit, et que maintenant je rafraîchis mon document, eh ben je vois effectivement que j'ai créé les nouveaux produits, j'ai extrait automatiquement les couleurs, j'aurais fait l'héritage automatique. Si je clique dessus, voilà, j'ai pas eu besoin de le préciser. Tout est fait de manière automatique. Dernière chose que je voulais vous montrer, la gestion des droits. Donc ici, par exemple, on veut, vous voyez qu'on a une date d'expiration qui a été mise par défaut en 2023. Imaginons que on souhaite modifier cette date pour que le document soit plus accessible. Donc je vais simuler en fait une interruption des droits. Donc je vais me reconnecter avec un utilisateur qui a juste un droit en lecture sur l'ensemble des médias. Donc là, je vais directement utiliser l'URL d'accès. Donc là, on voit que l'utilisateur a bien accès. Je suis un utilisateur externe. Maintenant, je vais changer. Je vais dire que c'est plus 2023. Je vais le mettre à une date passée à la date d'aujourd'hui. Donc, par exemple, voilà, en 2019. Je sauvegarde. Donc là, j'ai changé ma date d'expiration. Si je reviens avec mon autre utilisateur, donc qui est bien John Doe, en l'occurrence, si je rafraîchis mon image, il y a une petite moulinette qui va passer et qui va automatiquement me couper l'accès à ce document et m'apposer un filigrane m'indiquant que le document est expiré. Donc, c'est tout pour ma partie. C'était beaucoup d'informations. Je vous remercie et puis je vous laisse place différentes questions.